Je tiens à vous féliciter pour votre mobilisation en faveur des enfants en situation de handicap et notamment de ceux qui ont des troubles des apprentissages et de la scolarisation. Votre préoccupation est aussi la mienne, comme vous l'avez indiqué, depuis que nous sommes aux responsabilités. Il y a quasiment 1 an et demi, ce sujet nous a occupés et nous avons essayé de faire progresser les choses autant que possible. Je sais que vous êtes tous mobilisés et vous avez bien fait de rappeler les avancées majeures qui ont été inscrites dans la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République en faveur de la scolarisation des enfants handicapés et des élèves qui apprennent autrement. Notre école, nous l'avons rappelé dans la loi, est une école ouverte à tous les enfants, notamment aux enfants en situation de handicap, qui sont de plus en plus nombreux à être scolarisés en milieu ordinaire depuis la loi de 2005, et c'est une excellente chose. La loi d'orientation et de programmation s'est donné plusieurs ambitions majeures. Donner la priorité aux primaires et à l'acquisition des fondamentaux, lire, écrire, compter, remettre sur pied, et vous l'avez rappelé, une réelle formation initiale des enseignants, élément moteur de l'école de demain. Il est vrai qu'il était assez singulier de s'imaginer qu'on pouvait faire l'économie de la formation des enseignants, alors que c'est quand même un métier hautement qualifié et que pour le sujet qui nous intéresse, il faut bien évidemment, quand on décrète l'école inclusive, que les enseignants soient formés à accueillir des enfants qui ont tel ou tel besoin particulier. Il fallait aussi évidemment faire entrer l'école dans l'ère du numérique et vous avez là encore raison de souligner combien le numérique peut être un atout pour permettre aux enfants à besoins particuliers d'être dans la classe en étant pris en charge et en pouvant participer d'une manière qui pour eux soit agréable. Nous avons évidemment aussi mis en place cette réforme des rythmes scolaires. Alors là, c'est avec quelques difficultés, mais nous pensons aussi que cette réforme est mieux adaptée au temps de l'enfant. Et effectivement, puisque dans cette réforme, on parle beaucoup de ce qui est le périscolaire, qui dans notre pays était totalement traité de manière inégale selon les endroits, évidemment, la tâche qui est devant nous est de faire en sorte que les enfants qui ont des besoins particuliers soient eux aussi de plein pied pris en charge dans ce qui concerne le périscolaire. Et bien évidemment, là encore, nous avons besoin de votre vigilance, de vos interpellations pour nous aider à progresser sur ce plan. Le président de la République avait donc souhaité donner la priorité à la jeunesse. Et à travers la loi de refondation de la République, à travers ce que nous avons mis en place depuis l'année dernière, avec notamment le groupe de travail qui a été piloté par Pénélope Comitès, nous savons que nous progressons dans le bon sens pour que tous les enfants de France se sentent mieux pris en compte, mieux pris en charge aujourd'hui. Donc nous avons déjà, donc vous l'avez rappelé, fait adopter dans le Code de l'éducation et dans le rapport annexé le principe d'une école inclusive, qui est une avancée majeure, qui vient renforcer la loi de 2005. Nous avons aussi, à travers le groupe où vous avez aussi beaucoup travaillé, piloté par Madame Pénélope Comitès, fait en sorte que dorénavant, la situation des AVS soit mieux prise en compte. Vous savez que grâce au travail que vous avez fait, eh bien aujourd'hui, le Premier ministre l'a annoncé au mois d'août, désormais la CDIsation des AE et des AVS est quelque chose qui est acquis. Dorénavant, à chaque fois que CDD viendra à expiration, eh bien, les personnels ont la certitude qu'ils se verront proposer un CDI et que par conséquent, leur profession sera reconnue. On a reconnu aussi, et je crois que là encore, le travail que vous avez fait est important, quelles sont les compétences que doivent avoir les AVS pour pouvoir exercer pleinement leur rôle à côté de l'enseignant et sur une place qui est singulière, qui n'est pas facile, mais je crois que non seulement on a défini les compétences qu'ils doivent avoir, mais maintenant nous travaillons pour mettre sur pied les formations nécessaires pour que ces compétences soient acquises.
nous sommes aussi en train de mettre sur pied la reconnaissance des acquis de l'expérience, de manière à ce que les personnels qui sont aujourd'hui en poste puissent voir reconnues les compétences qu'ils ont acquises au cours de leurs années. Donc je pense que c'est un moment très très important. Et vous avez raison. Je crois qu'il faut effectivement signaler que ce sont des gens qui souvent arrivent comme ça et qui, au fur et à mesure, se passionnent pour ce qu'ils font, apprennent parfois à parler le braille, commencent à voir la langue des signes. Et souvent, ce sont des gens formidables. Et c'était tout à fait regrettable qu'à la fin des 6 ans, ils se retrouvent sans solution. Donc dorénavant, nous avons eu des avancées là-dessus. Nous avons aussi évidemment des avancées à faire pour les élèves qui présentent des troubles des apprentissages. Nous sommes en train de réaliser des enquêtes pour nous permettre de repérer ces élèves, puisqu'ils représentent environ 15% des élèves scolarisés en milieu ordinaire et qui sont porteurs de handicap. Ceux qui sont dyspraxiques sont comptabilisés avec ceux qui présentent des troubles moteurs. Et nous n'avons à ce jour pas suffisamment de moyens nous permettant d'identifier ces derniers. Les mesures adéquates sont donc mises en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de ces élèves. Nous pensons aussi, comme vous bien entendu, que leur place est à l'école ordinaire, dans une école qui s'adapte au mode d'apprentissage particulier de ces élèves. Parmi eux, 96% sont scolarisés dans des écoles et établissements scolaires relevant du ministère de l'Éducation nationale. Les autres sont dans des unités d'enseignement, des établissements médico-sociaux et sanitaires. Et vous avez bien fait de souligner que nous ne voulons pas faire de hiérarchie entre ces divers modes d'apprentissage. Évidemment, en fonction de la situation de l'enfant, sa place sera adaptée dans tel ou tel mode tel ou tel établissement. Ce que nous souhaitons, c'est que chaque enfant trouve une solution qui soit adaptée pour lui et que grâce à l'attention dont il fait l'objet, il puisse aller le plus loin possible. Quel que soit donc le trouble que l'enfant peut connaître, nous pensons que la collaboration entre ces partenaires est essentielle. Nous savons que ces enfants bénéficient de prise en charge orthophonique, d'interventions d'ergothérapeutes pour les dyspraxiques et que par conséquent les échanges entre les professionnels de la santé ou du secteur médico-social et les professionnels de l'éducation sont primordiaux pour apporter aux enfants tous les accompagnements nécessaires à une meilleure scolarisation. Et bien évidemment, nous souhaitons favoriser au mieux les échanges et le travail en commun entre ces différents professionnels. Vous le savez, l'école maternelle, cycle premier des apprentissages, vise, selon des démarches adaptées, à aider chaque enfant à devenir progressivement élève. C'est également un lieu de repérage et de prévention des difficultés et des signaux d'alerte en ce qui concerne les troubles des apprentissages. Et j'ai bien entendu ce que M. Lochman a dit concernant ce débat pour savoir s'il faut repérer plus ou moins précocement. La loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République prend en compte ces différents aspects parce qu'elle redonne toute sa place à l'école maternelle et construit une formation de qualité au sein des ESPE. Vous le savez, le processus de repérage, dépistage, diagnostic peut parfois être long. C'est au sein du comité interministériel du handicap, dont là aussi vous avez parlé, pour dire comment nous sommes heureux de voir qu'il ait pu se réunir et faire des propositions qui sont tout à fait sérieuses. Au sein donc, de ce comité, nous sommes mobilisés pour sortir du parcours du combattant que connaissent les familles et les enfants. Ainsi, des parcours de diagnostic et de soins adaptés et gradués seront mis en place. C'est effectivement une des mesures qui a été adaptée. La loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a introduit un nouveau dispositif d'aide, le projet d'accompagnement personnalisé. Certains élèves peuvent présenter des difficultés scolaires durables dues à des troubles spécifiques sans qu'ils aient besoin d'aménagement pédagogique et sans qu'ils aient qu'on ait besoin d'avoir recours à la procédure MDPH. Donc, le projet d'accompagnement personnalisé est quelque chose de plus léger
qui permet de prendre en considération les besoins éducatifs particuliers des élèves, notamment ceux des élèves présentant des troubles des apprentissages qui peuvent être plus ou moins légers. Le décret relatif au PAP, donc qui fait suite à la loi, sortira bientôt pour une mise en œuvre à la rentrée prochaine. Puisque là encore, vous savez qu'une fois que la décision générale a été prise dans la loi, il faut encore beaucoup travailler pour traduire dans des textes réglementaires ce que nous avons souhaité mettre dans la loi. Mais là, et je pense que là encore, vous êtes tout à fait associés à ce travail. Il faut que nous mettions au point ce décret et ce n'est pas encore totalement chose faite. Sur le numérique, là aussi, vous savez que nous sommes en train de déployer des espaces numériques de travail et des ordinateurs et que c'est une opportunité pour les enfants qui présentent des troubles des apprentissages. La formation initiale et continue des enseignants, je n'y reviens pas trop longtemps. Là encore, il me semble que des progrès significatifs sont en train d'être faits et que là encore, la collaboration avec vos associations est quelque chose de tout à fait significatif pour nous permettre d'aller de l'avant. N'hésitez pas, là encore, à nous interpeller, à nous dire ce qu'il est nécessaire de faire pour que ces formations soient le plus utiles possible et le plus proches des besoins qui sont repérés sur le terrain, afin que nous puissions, par des aménagements pédagogiques, répondre aux besoins des élèves et leur permettre de suivre les cours avec une autonomie toujours plus grande. Enfin, nous avons eu aussi, depuis l'année dernière, à travailler ensemble sur un sujet difficile qui est celui des aménagements d'examen. Alors, les épreuves sont, à tous les termes du mot, sont parfois difficiles à organiser pour les services de l'éducation nationale, puisque vous savez qu'il y a énormément d'options et que par conséquent, la mise sur pied des brevets et des bacs est quelque chose qui demande une organisation assez lourde. Et là encore, nous n'avons pas été satisfaits de ce qui s'est passé à diverses reprises pour des enfants qui ont eu des journées d'épreuves trop longues. Donc dès cette année, dès actuellement, nous sommes en train de travailler sur les calendriers, sur les nécessités pour que les enfants puissent véritablement avoir un aménagement de leur temps qui ne se traduise pas pour eux par des épreuves qui soient trop compliquées. Donc là encore, je pense qu'il faut bien dire qu'il est nécessaire d'anticiper le plus possible pour que les calendriers d'examen puissent être mis en place d'une manière qui ne pénalise pas les enfants. Et il faut que dès la rentrée 2013, penser à... nous avons fourni donc le dossier, mais il faut effectivement, au niveau des académies, faire vivre cela de manière à ce que nous puissions avoir le plus tôt possible les besoins des élèves quant aux aménagements qui sont à mettre en œuvre de manière à ce qu'ils puissent passer les épreuves dans les conditions les plus confortables pour eux. D'une manière générale donc, depuis la loi de février 2005, je pense que les enseignants se sont mobilisés du mieux possible pour accueillir les élèves en situation de handicap. Ils ont développé des stratégies pédagogiques adaptées et je crois que beaucoup d'enseignants qui parfois ont pu se poser des questions ou se demander s'ils allaient être capables de le faire, se sont passionnés pour cela. J'ai visité un certain nombre de classes où véritablement ils sont moteurs pour avancer et je profite de ce que je suis ici pour vraiment saluer leur engagement souvent au service des enfants qui présentent des troubles des apprentissages et pour leurs efforts pour essayer de faire en sorte que ces enfants aient les meilleures chances que les autres, autant de chances que les autres pour pouvoir avancer. Il faut évidemment maintenant que nous facilitions cette mobilisation, que nous facilitions leur formation et je pense qu'aujourd'hui, nous savons que cette volonté de partager et de faire vivre une école inclusive est partagée par beaucoup d'enseignants, par la plupart des enseignants. Ceci a une portée symbolique et politique très importante pour nous, parce que lorsqu'on crée, lorsqu'on fait vivre une école inclusive, cela signifie qu'on fait aussi, qu'on prépare les enfants à vivre dans une société inclusive.